Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse de l'épisode 2 de la saison 8 de The Walking Dead. Et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo consacrée au tout premier épisode de cette saison, eh bien ce n'est qu'à partir du 13 novembre que je pourrai sortir ces vidéos le lundi, donc le jour de sortie des épisodes. D'ici là, merci d'avance pour votre patience. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous glisser un mot du jeu de mes potes de Studio Vrac, c'est le quiz en vrac, et comme vous le savez, ce sont des gars super marrants déjà sur leur chaîne, vous ne serez pas dépaysés avec ce jeu si vous connaissez leurs émissions, avec toutes sortes de questions plus ou moins loufoques et farfelues, plus ou moins dans l'univers geek bien sûr. Donc vous l'avez bien compris, ce n'est pas un placement de produit, mais un petit coup de pouce pour deux amis très sympas, donc jetez-y un œil. Ce deuxième épisode est donc intitulé The Damned, et comme toujours dans The Walking Dead, les damnés ce sont à la fois les humains et les walkers, et pour les walkers cela est illustré lorsque Ezekiel et sa bande sont attaqués par ceux qui profitent de la fumée pour tenter de leur sauter à la gorge. Il dit « les damnés sont sur nous », et d'ailleurs c'est l'occasion pour Jerry d'enfin donner un grand coup de sa hache à deux mains, c'était pas trop tôt. Mais les damnés, ce sont donc aussi et surtout les protagonistes de l'histoire, et d'ailleurs l'introduction de cet épisode fait des gros plans sur les visages, les regards, comme pour nous rappeler que les dilemmes intérieurs et les visions du monde seront encore une fois au cœur de l'épisode. En termes de ressenti d'ensemble, j'ai trouvé ce deuxième épisode un peu meilleur on va dire que le premier de la saison, même s'il y a encore à mon goût beaucoup trop de faiblesses. Pour ne parler que de la tension de l'épisode, pour commencer, c'est vrai qu'elle a pu surgir à certains moments très particuliers, mais de manière générale, elle était quand même beaucoup mieux gérée dans les précédentes saisons, lors d'assauts comparables. Alors que faut-il en penser? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que cela va dans le sens de ceux qui disent que la série commence à s'essouffler, qu'elle a perdu son mojo. Heureusement, il est resté des scènes intéressantes dans l'épisode, et notamment celles de Morgan et de Rick, qui étaient de mon point de vue largement les meilleures. Concernant la stratégie militaire mise au point par Rick et les siens, on peut dire que ça tient debout. En effet, leur objectif est de récupérer un arsenal et aussi de mettre la main sur la station de radio. A priori, il s'agit de la même station de radio que celle que Rick et ses potes croyaient être la seule base des Sauveurs en saison 6. Double objectif donc, d'abord réduire la puissance de feu des Sauveurs et ensuite les empêcher de se coordonner sur de grandes distances grâce à la radio. Pendant ce temps, le groupe mené par Aaron a pour charge de créer une diversion, ce qui laisse la possibilité à Rick et Daryl de mener leur action commando pour aller récupérer les gros calibres. En revanche, je dois bien dire que je n'ai pas du tout été convaincu par la scène de fusillade du côté de Aaron et Eric. L'ensemble était un peu bancal, avec une quantité de munitions dépensées énorme encore une fois, et pour tenter d'insuffler un peu de drama, on tue ou blesse des personnages secondaires dont tout le monde se fout, mais perso, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il était presque écrit sur le front d'Eric que ce personnage servirait à ça, et autant de prévisibilité, c'est toujours un petit peu dommage. Au moins, il faut reconnaître que l'action menée par ce groupe suivait une logique claire, alors qu'en revanche, il était beaucoup plus délicat de comprendre celle qui animait Ezekiel et les siens. En effet, en fin d'épisode 1, Ezekiel et ses troupes arrivaient vers une sorte de centre de recherche, et tout d'un coup, au début de cet épisode 2, leur objectif se transforme en l'attaque d'une base de sauveurs vers lequel le lanceur de grenades qui les a pris par surprise tente justement d'aller. Franchement, comme si les sauveurs ne communiquaient pas entre eux par radio. Alors du coup, on ne sait pas trop ce qui avait amené Ezekiel, les troupes du royaume, vers ce centre de recherche, et peut-être qu'on le saura plus tard. Plus intéressant peut-être, ce centre de recherche est éventuellement lié au phénomène qui a causé l'apparence de chair fondue du Walker que Jerry détruit à coups de hache, mais je suppose qu'on en apprendra un peu plus dans les prochains épisodes, avec éventuellement des options pour ceux qui pourraient utiliser ce phénomène, ça reste à voir. Je vous propose maintenant de passer une approche un peu plus analytique pour essayer de cerner et de mieux comprendre ce que cet épisode cherchait à nous dire entre les lignes, ou en tout cas entre les images. Il faut bien avouer que ce n'est pas très compliqué a priori, car la série dans ses deux premiers épisodes souligne avec beaucoup d'emphase la thématique de la miséricorde. Pour rappel, le titre du premier épisode était Mercy, ou Miséricorde, une miséricorde qui était d'ailleurs illustrée par un hadith sacré, donc de l'islam, qui était repris par Rick lorsqu'on le voyait dans ces séquences où il avait les yeux rougis, on ne savait pas trop où il était. Et je dois dire d'ailleurs que c'est un message qui résonne tout particulièrement dans le contexte de ceux qui tordent le Coran pour tenter de justifier ce qui est totalement injustifiable. Et pour revenir à cet épisode 2, c'est donc la parole de Jésus, et oui, Jésus en personne, qui vient prêcher la miséricorde auprès de Tara et de Morgan.
Le thème de la miséricorde concerne donc de toute évidence plusieurs personnages, mais je pense que l'opposition de point de vue entre Jésus et Tara vient surtout souligner une différence d'attitude présupposée entre Maggie et Rick. Et pourtant, quand le moment de savoir qui devra vivre et qui devra être exécuté viendra, je ne suis pas du tout convaincu que les choses se passeront de la façon dont Tara semble l'imaginer, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, au moment d'évoquer des théories relatives à la fin de cette saison. Toujours sur le thème de la miséricorde, on a donc le revirement de Morgan, ce qui nous permet d'avoir une superbe scène où il dégomme à tout va en mode John Wick. Et oui, Morgan se croit carrément immortel et il devient une sorte d'incarnation de la grande faucheuse avec un flingue dans chaque main qui vient récupérer les âmes des sauveurs qui ont le malheur de croiser son chemin. Mais pour bien comprendre la signification de cette scène, de ce contexte, il faut se souvenir d'un élément très important, à savoir que Morgan est généralement une sorte de miroir inversé de la psychologie de Rick dans la série. Du coup, comme vous l'avez compris, maintenant que Morgan s'approche du point de vue que pouvait défendre Rick dans la saison 5, d'ailleurs Morgan a une sorte de flashback lorsqu'il flingue les sauveurs en revoyant Rick dans l'église, eh bien on peut supposer que Rick va suivre un chemin inverse et qu'il devrait embrasser la miséricorde. C'est un point de vue d'ailleurs qui semble être soutenu par son fils Carl, comme on a pu le voir lors de la scène de la station-service du premier épisode. En poussant cette logique juste un cran plus loin, on peut se dire que puisque Morgan semble perdre l'esprit, encore une fois, eh bien on peut espérer que Rick, lui, évitera cet écueil. Il faut dire qu'il était déjà passé par là auparavant. Alors bien évidemment, tout ce que j'évoque ne reste que des grandes lignes, et il reste de la part à l'incertitude, heureusement. D'ailleurs, on voit que Morgan épargne Jared, qui était pourtant responsable de la mort de Benjamin, ce qui avait d'ailleurs causé le revirement de Morgan. Après, à vous de voir si vous voulez appeler ça un pétage de plomb ou un revirement philosophique. Je n'ai pas spécialement envie de revenir en détail sur l'opposition entre Jésus et Tara, et le passage de ce sauveur qui se pisse dessus pour donner un peu de crédit à son mensonge. En effet, j'ai trouvé que la scène était un peu bébête et le coup des médicaments destinés à Maggie écrasés gratuitement d'un coup de talon était un peu exagéré pour nous pousser à soutenir la vision des choses de Tara. Enfin, on avait le groupe de Carol et Ezekiel, et on peut dire que la dynamique de ce duo repose également sur une sorte d'effet de miroir inversé. On a d'un côté l'optimisme forcené qu'affiche Ezekiel pour convaincre ses troupes, un optimisme qu'il a fini par croire lui-même à force de l'interpréter avec conviction. Et du coup, on peut même en arriver à la conclusion que la personnalité du véritable Ézéchiel et le rôle qu'il interprète, celui du roi du royaume, eh bien ces deux personnalités se nourrissent mutuellement. Et de l'autre côté du spectre, on a donc Carol qui se caractérise par une vision complètement désabusée et ultra réaliste du monde. Le pessimisme et l'approche très terre-à-terre de Carol lui permettent d'être redoutablement efficace, enfin tant qu'elle échappe à ses crises de conscience et qu'elle conserve l'envie de vivre tout simplement. Au passage, on peut évoquer rapidement les effets spéciaux numériques. En effet, je les avais critiqués, notamment concernant la horde de Walker, entre autres, de l'épisode 1, mais là du coup, pour ce qui concerne Shiva, on peut dire quand même qu'ils sont plutôt réussis. Parlons un petit peu de Daryl, si vous le voulez bien. On sent dans cet épisode que son passage dans la geôle du sanctuaire a encore des effets. Et oui, la torture psychologique qui a cherché à le briser a laissé des traces. C'est sans doute aussi pour nous rappeler à quel point les sauveurs peuvent être persuasifs et aussi pour qu'on comprenne que ces méthodes sont pratiquées aussi bien dans des endroits qui ne sont pas le sanctuaire. Et voilà qui pourrait donc potentiellement expliquer le ralliement de Morales à la cause des sauveurs. Et oui, la grande surprise de cet épisode, c'était donc l'apparition, le retour de Morales, un véritable revenant de la première saison et d'Atlanta. En explorant une pièce, Rick trouve une photo de Morales et de son épouse, il est interloqué et évidemment il se fait prendre par surprise par le bonhomme. On peut souligner quelques détails plutôt amusants concernant Morales. Pour commencer, il avait pour habitude de combattre les Walkers à coups de batte de baseball et depuis il semble avoir donc rejoint les sauveurs. Ensuite, lorsqu'il avait décidé de partir de son côté vers Birmingham dans l'Alabama, Rick lui avait donné un revolver et un talkie-walkie, et justement, il retrouve Morales avec un revolver et un talkie-walkie. Alors forcément, on se demande bien ce qui va se passer, et si Morales est au courant de la mort de Glenn par exemple. J'en viens enfin au meilleur moment de l'épisode, en tout cas de mon point de vue, il s'agit de la bagarre entre Rick et l'inconnu, et puis du passage de la chambre de bébé. Et la lutte était violente, primale, intense. Cette intensité ressort d'autant plus quand on comprend, avec Rick, que l'homme protégeait certainement la chambre de la petite fille. Entre son tatouage qui loue la grâce de Dieu et le prénom du bébé, Gracie, tout est fait en tout cas pour nous en convaincre. De toute évidence, Rick s'en veut d'avoir tué celui qu'il pense être le père de la petite fille, il se regarde dans le miroir et il est un peu dégoûté par ce qu'il voit, ce qui peut faire écho à la réaction de Carl lorsque Rick avait fait fuir l'inconnu à la station-service dans le premier épisode.
Une telle situation renvoie forcément Rick vers ce qu'il ressent lui-même pour Judith et pour Carl, et on peut juste espérer que cet événement ne soit pas une sorte d'indice sur ce qui pourrait se passer un peu plus tard dans la saison. Pour conclure, je vais évoquer quelques brèves théories concernant la suite et peut-être même la fin de la saison, mais au passage, j'évoquerai des spoilers issus des comics, donc si vous voulez les éviter, c'est maintenant qu'il faut quitter la vidéo, mais attention, laissez un petit pouce en l'air avant de partir, bande de chenapans. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans les précédentes vidéos sur The Grand Test, je n'ai pas lu les comics, mais en revanche, j'en connais certains événements majeurs. Dans les comics donc, et vous le savez déjà certainement si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo à ce moment-ci, eh bien Rick décide d'épargner Negan, et c'est sans doute ce vers quoi nous amène le fameux thème de la miséricorde qui est présent depuis le premier épisode. Et du coup, contrairement à ce que semble croire Tara, les rôles pourraient être totalement inversés vers la fin de la saison, et Maggie pourrait éventuellement être celle qui justement voudrait se venger et la mort de Negan, alors que Rick pourrait être celui qui déciderait de lui laisser la vie sauve et de l'enfermer. D'ailleurs, à ce sujet, on peut se demander si les différents moments où on voit des gens prendre des polaroids, des sauveurs qui viennent de se faire battre, on peut se demander si tout ça n'est pas destiné à la décoration de la prison de Negan. En tout cas, Rick pourrait choisir donc d'adhérer à une vision du monde plus clémente, en rejoignant ainsi le point de vue qui semble être celui de Carl. Mais est-ce qu'il va rejoindre ce point de vue délibérément, ou est-ce qu'il va falloir entre-temps qu'un drame majeur vienne le frapper ? Quoi qu'il en soit, il me semble vraiment possible que le flash-forward qu'on a vu lors du premier épisode, lorsque Rick a les yeux rougis, qu'il semble à moitié divaguer, il me semble que cela pourrait correspondre éventuellement à des scènes du tout dernier épisode, juste avant que Rick ne prenne sa décision sur va-t-il laisser la vie à Negan ou va-t-il le tuer. Il s'agirait donc d'un moment où Rick aurait enfin vaincu Negan et les Sauveurs, et où il se souviendrait des mots prononcés par l'inconnu de la station-service, des mots qui auraient sans doute marqué Carl, son fils, mais toute la question ce serait de savoir si, à ce moment-là, Carl serait en vie ou mort. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, avec pour commencer la deuxième vidéo consacrée à la deuxième partie de saison de Stranger Things saison 2, et puis bien sûr, très prochainement, des vidéos sur Game of Thrones. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, salut!